Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Michèle Picard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Vénissieux, vous êtes vice-présidente à la métropole contre les discriminations et pour l'égalité hommes-femmes. Vous aviez présenté en décembre dernier un plan de 84 mesures sur l'égalité. On se souvient que pendant la campagne, la grande promesse, c'était de dégenrer l'espace public. 2 ans après, on a l'impression que vous êtes toujours à la phase de concertation. Alors effectivement, à la phase d'expérimentation, nous avons deux projets. Nous concertons actuellement des femmes, donc des usagères de l'espace public à Villeurbanne et à Vénissieux, dans le cadre de réaménagement pour Vénissieux d'une place et d'un mail, voir comment cet espace actuellement vit, qu'est-ce qu'elles aimeraient, ces usagères, qu'on n'avait pas forcément pensé, pour justement qu'elles vivent mieux l'espace public, parce qu'on sait que les hommes et les femmes ne le vivent pas de la même manière. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on pourra voir ? Alors peut-être justement des aménagements, peut-être esthétiquement, peut-être déjà différents dans les formes, la circulation aussi. Et puis, les femmes souvent sont accompagnées d'enfants, d'autres ne le sont pas. On a aussi des jeunes filles, souvent qui ne vivent pas l'espace public du tout, certaines fois. Donc, il faut les amener aussi dans l'espace public, dans un espace public sécurisé où elles se sentent non agressées. Donc, là encore, il y a toute une réflexion en termes de sécurité, en termes d'éclairage, en termes d'ambiance. Donc, on va déjà les écouter pour ensuite adapter ces aménagements. Et au-delà de ces concertations, qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans en matière d'égalité hommes-femmes ? Alors déjà, vous avez dû voir, autour du 8 mars, il y a eu une semaine de l'égalité, hommes-femmes à la métropole, donc avec des conférences en interne sur les stéréotypes notamment, les stéréotypes de genre, et puis C'est tout pas ce qui public. change la vie des habitants de la métropole. Tout public, par contre, effectivement, sur l'école et les femmes, l'éducation et les femmes, la santé et les femmes et les grandes oubliées de l'histoire. Alors, effectivement, vous avez raison, ça ne change pas parce qu'on fait de la prévention ou de l'éducation. Ça ne change pas tout de suite. Mais si vous changez le regard, l'attention des gens, cette culture commune, si vous la créez en se disant, quand j'enseigne comment? Est-ce que je donne le même temps de parole à un garçon, à une fille? Est-ce que mes attendus en tant que professeur, j'attends la même chose d'un garçon et d'une fille? Déjà, ça vous change l'éducation. Au niveau du soin, c'est la même chose. Est-ce que l'endométriose, par exemple, qui concerne exclusivement les femmes, aurait autant de retard dans les traitements, dans l'attention des médecins, si ça avait concerné les hommes? C'est des questions, effectivement, si on se les pose, si on a cette attention commune, on crée des générations qui auront l'égalité ancrée en elles. Mais c'est un travail que vous pourriez mener presque comme universitaire ou comme militante féministe. Bien sûr. Aux responsabilités, on attend peut-être des mesures qui changent réellement la vie. Et ben, par exemple, les mises à l'abri des femmes, quand elles sont victimes, la vulnérabilité des femmes, les femmes à la rue. Donc avec le vice-président Renaud Père, nous travaillons à des accompagnements, à des hébergements spécifiques des femmes avec des enfants de moins de 4 ans. Il y a beaucoup de choses de fait, de très concrètes, mais je crois qu'il faut toujours avancer sur les deux pieds, sur le côté concret pour faire avancer les droits des femmes, mais également la culture commune pour justement changer le regard et changer sur du long terme. Parce qu'on sait que de toute façon, ces droits-là sont toujours remis en cause quand il arrive des crises. Et quand on regarde par exemple dans une entreprise, très concrètement, si c'est une entreprise exclusivement masculine ou exclusivement féminine, ce n'est pas la même chose. Quand c'est une entreprise exclusivement féminine, vous avez des droits qui sont tirés par le bas, notamment les salaires. Et dans les entreprises exclusivement masculines, vous avez effectivement des différences de salaire un peu diverses. Par contre, au niveau des espaces de restauration, les espaces sanitaires, les espaces de vestiaire, c'est pas forcément le top. Donc, quand vous avez des espaces mixtes, vous concevez l'espace, vous concevez l'entreprise différemment. Et donc, c'est valable à tous les niveaux de la société. Vous avez évoqué les mises à l'abri dont avait déjà parlé Renaud Père quand nous l'avions invité. Est-ce qu'un des soucis, c'est pas que vous n'avez pas vraiment de budget en propre, en tout cas pas un budget considérable sur la question de l'égalité homme-femme ?
D'abord, il y a un budget aussi au niveau des associations. Quand vous aidez une association qui s'appelle Au Tambour, qui travaille avec les femmes à la rue pour leur donner du répit, pour bien les accueillir, pour bien les orienter, pour également les orienter vers la santé, etc., je pense que c'est des choses très concrètes. C'est surtout ça que peut faire la métropole, donc c'est des subventions aux associations qui agissent sur le terrain. Pas que. En interne, par exemple, nous avons quand même beaucoup de salariés. Donc, travailler sur l'égalité salariale, les recrutements, etc., c'est des choses très concrètes. Une question, puisque c'est un paradoxe pour vous qui êtes vice-présidente à l'égalité homme-femme, c'est qu'en tant que maire de Vénissieux, on a appris à l'automne dernier que vous aviez été condamné à une amende de 90 000 € pour non-respect de la parité dans le recrutement des fonctionnaires et des cadres de la ville. Alors, de quoi on parle exactement? On parle des renouvellements, alors pas des cadres de la ville, excusez-moi, de la direction générale, pour être exact. Donc, la direction générale, nous avons 6 personnes, effectivement, et ce n'est pas sur la parité, c'est sur le renouvellement des postes. Donc, quand vous avez toujours systématiquement des hommes qui partent et des métiers très genrés, et ça, c'est pas le maire de Vénissieux qui fait les métiers genrés, excusez-moi, quand vous avez un DGA à la sécurité, au patrimoine, etc., qui s'en va, effectivement, vous avez que des hommes qui postulent. Donc, comment vous faites? Notamment sur la sécurité, j'ai recruté une femme qui n'est pas venue et j'avais qu'une femme sur la totalité des candidatures. Je laisse ce poste vacant pendant 6 mois, un poste essentiel de sécurité sur la ville de Vénissieux. Et puis après, effectivement, on pourrait me dire, mais le deuxième, c'est un homme, vous le discriminez, alors qu'il est compétent. J'ai essayé de prendre une femme. J'y suis pas arrivée, effectivement. Mais la question sur tous les cadres, je l'ai, mais à la personne près. C'est-à-dire la direction, les cadres de la ville. Alors, non seulement les cadres A, par exemple, les cadres A+, 15, 16. Les catégories A, j'ai même plus de femmes, 75%. Donc, à un moment donné, de quoi on parle? C'est sur 6 postes, effectivement, et 6 postes qui sont quand même, vous avez le poste social, là aussi, il n'y a que des femmes qui postulent. Excusez-moi, c'est comme ça. Donc, là encore, quand vous dites, c'est pas concret ce que vous faites à la métropole, bah si. Parce que travailler sur le genre, l'éducation, pour justement permettre aux filles de choisir des métiers comme le patrimoine, être ingénieur au niveau technique, au niveau de la maintenance de nos équipements, c'est vrai que pour l'instant, on a plus facilement des postulants que des postulantes. Et en termes de sécurité, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui dysfonctionne? Pour vous, c'est la loi qui est mal faite. Il ne devrait pas y avoir ce type de quota. La règle, c'est que par série de 5 recrutements, il doit y avoir au moins 40% de femmes. La difficulté, c'est que, par exemple, on ne se pose pas la question... Pour vous, c'est cette loi qui est mauvaise? Non, on ne se pose pas la question sur, par exemple, une ville. Vos fonctionnaires ne changent jamais, restent 40 ans. On ne vous demande rien. On ne vous demande rien, on ne vous demande pas la parité. C'est sur le renouvellement qu'on vous demande. Donc, là où on imagine que vous pouvez agir, puisque c'est plus simple quand même sur le renouvellement que de devoir licencier des fonctionnaires déjà en place pour les remplacer. Écoutez, moi, effectivement, moi, je pense qu'il faut cette loi, mais ça ne me gêne absolument pas d'avoir été épinglée, contrairement à ce que vous dites. Parce qu'effectivement, j'ai la parité sur toutes les autres directions, sur le nombre de cadres de la ville, etc. Donc, on est plutôt exemplaire sur ces questions. Alors oui, à un moment donné, sur 5 recrutements, il y a une femme qui était prévue, et c'est un homme que j'ai pris, parce qu'effectivement, la femme s'est désistée. Donc voilà, et puis ça fait 3 ans maintenant. Mais c'est bien d'en parler en 2022 quand ça s'est réduit en 2019. Il n'y a pas de souci. Le rapport était à l'automne dernier. Autre sujet dont vous avez la charge, effectivement, en termes de lutte contre les discriminations, c'est aussi les discriminations d'origine. On sait qu'elles sont importantes dans l'agglomération. Là-dessus, concrètement, qu'est-ce qui a pu changer depuis 2 ans? Alors, les discriminations, elles sont variées. Il y a effectivement le genre, il y a le handicap. La plupart des courriers concernent le handicap. Et il y a l'origine. Donc il y a beaucoup de choses de faites, là encore, avec des associations, parce que ça n'existait pas, ces délégations. Alors vous, ça vous semble, un temps de 2 ans, ça vous semble très long, mais du coup, il faut construire dans la transversalité, il faut construire avec les partenaires, contacter les associations pour justement pouvoir construire aussi un plan au niveau des discriminations. Donc il est en cours, on est en train d'y travailler.
Donc j'ai rencontré un nombre d'associations, que ce soit la LICRA, que ce soit SOS Racisme, que ce soit aussi toutes les associations LGBT. Là encore, il y a beaucoup de discrimination sur ces questions. Et l'année dernière, il y a eu un grand plan de communication sur les LGBT avec une campagne de communication avec un artiste, Daniel. J'ai mangé son nom, Daniel Orzella, et qui a montré par des couleurs, par des slogans. Et on a eu de très bons retours. Donc c'est avec la métropole, Lyon et Villeurbanne et la préfecture. Ou c'est annonciateur de mesures Là encore, il faut. À la fin du mandat. Là encore, il faut travailler. C'est pas qu'une communication. La communication amène l'interrogation, amène un changement de mentalité aussi. Et puis, il y a des choses très concrètes. Quand vous subventionnez des associations qui n'étaient pas subventionnées jusqu'à présent, effectivement, ça les aide sur le terrain. Quand, par exemple, vous faites de la prévention au niveau des collèges par ces associations-là, parce qu'elles sont financées par la métropole, arriver à travailler avec les collégiens sur la question, effectivement, LGBT, sur la tolérance, sur le respect, etc. Je pense que c'est important, effectivement. Ce sont des actions très concrètes. Dans les mesures concrètes qui sont proposées dans cette campagne présidentielle, on a vu que le candidat Emmanuel Macron proposait la mise en place de testing des grandes entreprises pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination et pouvoir sanctionner quand elle serait constatée. Est-ce que ce type de testing pourrait être mis en place dans la métropole ? Alors déjà, les grandes entreprises, comme vous dites, c'est du privé, donc la métropole n'a pas cette compétence-là. L'État l'a, par contre. Alors je laisse le candidat Macron annoncer et se mettre au travail s'il est élu président. Donc nous verrons effectivement si lui... Mais je rappelle que c'est à l'État aussi d'organiser au niveau des grandes entreprises. Donc c'est pas la métropole qui agira sur les c'est pas forcément... alors, ne dites pas ça. Effectivement, la métropole peut sensibiliser, mais elle n'a pas la compétence pour sanctionner des entreprises qui discrimineraient. Il ne faut pas tout confondre non plus, quoi. Et mettre des compétences elle a aussi différentes. Ces secteurs d'intervention qui sont assez multiples. Effectivement, elle peut, par exemple, quand elle travaille avec des partenaires, mettre des critères. Effectivement, vous avez raison. Sur les achats, sur les commandes publiques, etc. Donc ça pourrait être un critère de discrimination, comme l'égalité femmes-hommes également, bien évidemment. Mais par contre, c'est pas la ville de Villeurbanne avait fait un testing sur l'accès au logement, notamment pour évaluer l'attitude des bailleurs. Est-ce que c'est le genre de choses que vous pourriez faire ? Ça, on pourrait travailler avec Renaud Père éventuellement pour voir ces questions. Un mot sur la campagne présidentielle. On sait que vous soutenez évidemment le candidat communiste Fabien Roussel. Quelle est son utilité dans cette campagne, alors qu'à gauche, clairement aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui domine, mais qui n'est pas en situation d'être au deuxième tour ? Son utilité, d'abord, je pense que la gauche ne peut retrouver sa force que si justement elle est complète, et les communistes ont toujours été présents dans ce pays au niveau des grands acquis sociaux, par exemple. Donc je pense qu'effectivement c'est essentiel, il a son utilité. Il y a des choses que lui défend, que Jean-Luc Mélenchon ne défend pas forcément, et la gauche peut redevenir une vraie force dans ce pays si elle est justement multiple, complémentaire, et c'est pas en allant vers un vote utile que la question de la force de la gauche se résoudra dans ce pays. S'il n'est pas au deuxième tour, c'est pas un problème. Mais c'est pas mon propos. C'est pas mon propos. Moi, j'ai un candidat, je vote pour un candidat qui fait des propositions et qui me convient. Voilà, donc... Est-ce que le vrai problème de la gauche et de cette dispersion au premier tour des différents candidats... Mais vous posez la question de la dispersion de la droite ? Mais non, on ne se la pose pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est très forte. Là, on se pose la question de la gauche parce qu'elle s'est affaiblie. En 81, je suis désolée, vous aviez une multitude de candidats à gauche, ça empêchait la gauche de gagner ? Absolument pas. Juste terminer sur ma question, est-ce que le souci de la gauche, c'est pas les législatives ? On sait que c'est un point majeur pour le financement des différents partis politiques. Ça se joue sur le score qu'on va faire aux législatives et qu'en fait, ce premier tour de la présidentielle n'est qu'une préparation des rapports de force en vue des législatives derrière.
Ah non, moi Vous serez d'ailleurs candidate. Je le prends pas du tout comme ça. Les présidentielles, c'est très important pour les Français. Il faut pas dire que c'est juste un tour comme ça qui prépare les législatives. Alors effectivement, le calendrier a été fait à rapprocher les législatives. Et là, c'est une vraie difficulté justement des présidentielles. Comme ça, effectivement, quand il y a une vague, vous pouvez être sûr que la vague se reproduit aux législatives. Donc, c'est pas très, très démocratique. Et du coup, ça met pas forcément les conditions pour un contre-pouvoir au niveau de la présidentielle. Voilà. Donc, moi, je pense que on n'a pas... Je crois que ce n'est pas en réduisant le nombre de candidats que vous allez résoudre les problèmes des Français. Et à un moment donné, il y a des candidats, on a le choix. Il y a des gens qui défendent un certain nombre de choses, les relocalisations, l'industrie, qui parlent des droits des femmes, qui parlent... il y a beaucoup de sujets. Et n'ont pas le même programme. Ce n'est pas vrai de faire croire que toute la gauche a le même programme. Ce n'est pas vrai. Donc oui, il faut pour donner de la force à la gauche, il faut qu'il y ait tous les candidats. Et je ne crois pas du tout au vote utile. Ça a toujours réduit les dénominateurs communs et donc la force. Michel Picard, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.